Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Politique. Merci de nous rejoindre ce vendredi pour décrypter avec nous l'actualité lyonnaise qui a encore été chargée cette semaine. Et pour cela, j'ai à mes côtés deux éditorialistes de Lyon Mag, l'avocat Éric Pellet. Bonjour Éric. Bonjour. Et à vos côtés, Romain Mels, chercheur à Triangle. Bonjour Romain. Bonjour. Et enfin, mon confrère et acolyte Raphaël Ruffier-Fossoul. Bonjour Raphaël. Bonjour Alexis. Allez, le sommaire pour débuter. Et dans cette émission, nous allons forcément évoquer les élections régionales et départementales. Vient-on de vivre la pire campagne locale de ces dernières années? Face à l'abstention annoncée très haut, on va tenter, autour de la table, de vous convaincre que ça vaudra le coup d'aller voter ce dimanche. C'est le retour des voyages à l'étranger des délégations de la métropole. À quoi servent ces virées qui sont tout frais payés? Et puis enfin, ils ont été condamnés cette semaine à du sursis pour avoir menacé les maires de Mions et de Rieux-la-Pape. La justice doit-elle s'affirmer davantage? Ce vendredi soir, à minuit, ce sera la fin de la campagne des régionales en Auvergne-Rhône-Alpes et des départementales dans le Rhône. On n'a pas vu le temps passer parce que finalement on était occupé à faire d'autres choses plus intéressantes pour plein de raisons, et notamment la crise sanitaire. Les candidats ont été assez discrets, peu marquants, peu inspirés. Alors messieurs, je vous pose la question, est-ce que c'est la pire campagne de ces 15 dernières années au niveau local ? Moi, je dirais pas ça. Le contexte fait que, mais on a quand même un super casting en fait. Regardez, chaque parti a un peu envoyé ce qu'ils avaient de meilleur en stock en ce moment. Laurent Wauquiez, qui est quand même un président sortant, qui est encore plein d'ambition. Bruno Bonnell, qui fait une très bonne campagne. Alors, le gouvernement aurait préféré envoyer un ministre, mais au final, on ne peut pas dire que ce soit un choix par défaut. Najat Vallaud-Belkacem, qui tente un retour. Et quoi qu'on pense d'elle, elle a quand même énormément de qualité. Fabienne Grébert, peut-être, c'est le seul parti, les Verts, où on a entendu en interne des gens dire c'était pas la bonne candidate, on aurait préféré avoir quelqu'un d'autre. Mais bon, on avait quand même un beau casting. Mais alors, comme pour un film, on a un super casting, mais finalement, est-ce que ça n'a pas fait un flop ? Parce que personne s'y est intéressé. Le flop, on ne peut pas savoir tout de suite. C'est vrai. Le résultat du box-office, c'est quand même le 28. Oui. Donc c'est là qu'on verra si le casting était effectivement pas mal. Le scénario était peut-être un petit peu branlant, mais on verra si finalement le public achète un billet pour aller voir le spectacle. Éric, vous avez été convaincu, vous ? Pas spécialement. La difficulté, c'est qu'on s'est polarisé sur un peu ce qu'on appelle les têtes de série au tennis, c'est-à-dire Wauquiez, Najat Vallaud-Belkacem. On a beaucoup parlé sécurité, c'est un petit peu pollué quand même aussi la campagne. Je pense que les électeurs n'en savent pas plus sur les compétences réelles de la région après cette campagne et à quelques jours du vote que précédemment. On a complètement occulté les élections départementales. Et ça, je trouve même, c'est incroyable que même Christophe Guillotot, qui est président sortant, on l'a pas vu, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement aucune campagne. Il a même refusé de participer au seul débat qui a été organisé. Tout à fait, et c'est incroyable, parce que c'est même un risque pour lui, parce que finalement, il joue sur l'ancrage de ses candidats locaux, en disant un peu la prime au sortant, mais avec la menace de l'abstention qui est considérable pour le premier week-end électoral qui vient, il peut avoir aussi une surprise au niveau des départementales. Donc, quand même, campagne en demi-teinte et quasiment anesthésiée, à mon sens, par l'année Covid qu'on vient de vivre. Et alors, la faute à qui ? Parce qu'on entend forcément qu'il y a la crise sanitaire qui fait que c'est difficile d'aller au contact des gens, de leur parler, etc. Mais il y a plein d'autres choses qui n'allaient pas. On a eu très peu de meetings. Le peu de meetings qu'on a eu, c'était forcément triste à souhait parce qu'il n'y avait pas 300 personnes à chaque fois qui hurlaient. Très peu de terrain, donc je le disais, il manque des propositions fortes. Ça, on le sait, on l'a dit toutes les semaines qu'on avait du mal pour beaucoup de candidats à retenir ce qu'ils allaient faire pour la région s'ils venaient à l'emporter. Pas eu trop de soutien d'envergure du Natio qui sont descendus sur Lyon pour aider. Pas de suspense dans les sondages. Concrètement, qu'est-ce qu'il aurait manqué, qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'on puisse s'intéresser davantage à ces deux scrutins, plus pour les régionales, effectivement, parce que les départementales, on n'en a pas du tout parlé. Alors, revenons sur la question du suspense, Oui. parce qu'on a beaucoup dit qu'il n'y avait pas de suspense parce que les choses ne bougent pas dans les sondages, mais si on regarde les scores, on dit que Laurent Wauquiez est assez fort, en réalité, il est plutôt assez faible. Comparé au dernier scrutin, il avait fini à 40%, il avait gagné à 40% et Kéran était quasiment à 37%. Donc il y avait 3-4 points d'écart la dernière fois. Cette fois, si vous regardez les sondages, il est entre 34 et 35 au deuxième tour, Laurent Wauquiez. Ce qui veut dire que si on projetait par rapport aux forces en présence la dernière fois, il pourrait tout à fait avoir... il est plutôt en faiblesse par rapport à la dernière fois. Ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu de candidats alternatifs qui se sont imposés. Et que peut-être parce que le casting n'est pas mauvais,
mais dans la campagne, entre les Verts qui ont le vent en poupe, mais peut-être pas la candidate qui a réussi à faire la différence, le PS qui a mis Najat Vallaud-Belkacem, l'REM qui a mis Bruno Bonnell, ces 3 candidats qui sont au final assez touchés dans les sondages. C'est révélateur parce que vous ne parlez pas du RN et de la campagne de Cotarac, qui actuellement est 2e, avec un étiage à 20-22%, ce qui est très important pour le RN sur des terres qui ne sont absolument pas favorables, on l'a vu au municipal l'an dernier. Et effectivement, on parle pas quand même de la montée du RN et de la campagne dynamique de Cotarac. Oui, mais Christophe Boudot, en 2015, il était au-dessus de ça. Il était à 24% au 2e tour. Ben, on verra justement au 2e tour. Oui, mais là, pour l'instant, on ne peut pas dire que Cotarac, ça soit tellement élevé par rapport à Boudot. Ben, il y a quand même un ancrage du RN sur des régionales et dans des terres Auvergne-Rhône-Alpes qui ne leur sont pas du tout favorables. On l'a vu sur les différentes municipales de l'an dernier. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que Cotarac, c'est sa 2e chance déjà. Il s'est planté sur les élections métropolitaines. Pour l'instant, il n'a pas réussi à prouver qu'il pouvait être une plus-value. Alors, il est beaucoup mis en avant par le RN dans les médias nationaux. On a vu pendant la campagne que, et d'ailleurs, il était surinvité. Dans les médias nationaux, dans les médias locaux. Oh, on l'a invité, hein. D'ailleurs il sera là lundi. Très bien. Mais objectivement, pour l'instant, il est plutôt en dessous des scores effectivement du RN, enfin du Front National. Comme de la Wauquiez dernière fois. également par rapport à sa première élection. Donc il y a Il n'est pas effectivement du une tout, et déperdition. clairement pas comme il est en retrait, il n'est pas du tout en situation de l'emporter. Le RN pourrait gagner des régions dans cette campagne. Ce ne sera pas Auvergne-Rhône-Alpes, c'est sûr. C'est Donc clair. c'est pour ça que j'en parlais pas. Moi, ce que je vois, c'est que les 3 autres, effectivement, il n'y a pas eu la campagne qui aurait permis de décanter lequel des 3 ferait le meilleur challenger. Oui, mais s'il n'y a pas eu de campagne, il faut quand même reconnaître que c'est en grande partie par le fait de Laurent Wauquiez qui a décidé de s'abstenir. Et donc, quand Najat Vallaud-Belkacem appelle sa campagne alternative, elle veut bien dire, il faut qu'on soit au moins 2 à faire ce débat. Et lui choisit une stratégie complètement inverse, qui est de dire, je ne suis pas là-dedans, ça ne me concerne pas, moi je suis sortant et les sortants sont réélus. Voilà. J'ai pas besoin de démontrer quoi que ce soit, j'ai mon bilan, je n'ai pas de campagne à faire. Et à partir de là, si vous avez un bon scénario et un bon casting, mais que personne ne veut écrire l'histoire d'un combat, c'est pas possible de le faire exister. Mais c'est ce qui s'était passé au municipal à Lyon en 2014 où Gérard Collomb n'avait pas du tout fait campagne. Il nous sort quand même en fin de campagne sa proposition du métro. Et on avait de l'autre côté le casting avec Michel Avart. Il y avait eu un peu de suspense, il y avait eu la primaire de l'UMP à l'époque, ça avait bougé un petit peu quand même. Oui, mais c'était longtemps avant, Georges Fenech contre Michel Avart. Non, la campagne de 2014, il s'est passé exactement la même chose. La seule chose, c'est comme c'est Lyon, c'est facile de couvrir. Parce que là, effectivement, si Najat Vallaud-Belkacem est à Aurillac et que Bruno Bonnell est à Montluçon, c'est sûr que c'est dur d'écrire l'histoire, quoi. Alors que quand on avait un petit peu de Michel Avart qui s'agitait, ça marchait un peu mieux. Mais c'était pareil, ça n'a pas marché non plus pour Michel Avart. Alors, messieurs, on vient de descendre cette élection. Je vais vous demander de faire l'exercice inverse et d'essayer de convaincre du coup les électeurs qui hésitent à se rendre aux urnes ce dimanche. Quand on demande à un candidat de faire ça, forcément, on a l'impression qu'il prêche pour sa paroisse. Si c'est nous qui le faisons, ça va peut-être être différent. Première bonne nouvelle pour la démocratie, Météo France va annoncer de la pluie dimanche. Donc, vous avez que ça à faire, il faut aller voter. Raphaël, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui nous écoutent ? En fait, c'est pas du tout joué cette campagne, parce que le niveau de participation annoncé pour l'instant est très faible. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un camp qui se mobilise, pour une raison ou pour une autre, qu'il y a un camp qui y croit. Tout à fait. Et ça peut changer le scrutin. Et honnêtement, vu le niveau de participation et le peu de passion qu'il y a eu pour la campagne, c'est tout à fait possible que ça se réveille le dimanche, le samedi après-midi. On n'est pas à l'abri de ça et avoir une très grosse surprise. En fait, vu la réalité politique, en fait, tout est imaginable. Éric ? Tout le monde a en mémoire ce vieux slogan 68 art, élection, piège à con. Et maintenant, je pense qu'en 2021, on peut dire abstention, piège à con. Et les cons de l'abstention, entre guillemets, de 2020, finalement, se sont retrouvés avec un maire de Lyon écolo élu avec 50 000 voix au 2e tour, sur 273 000 inscrits, avec 173 000 votes, abstention, qui représentaient l'abstention. Donc c'est vraiment une légitimité qui, quand même, la loi électorale désigne comme maire de Lyon avec ses pouvoirs, mais au niveau légitimité, c'est 19% des inscrits, 10% des Lyonnais. C'est vraiment dérisoire. Et effectivement, le phénomène de l'abstention, maintenant, c'est se retrouver avec un modèle politique
qui n'a pas été vraiment combattu. On n'a pas cherché à le contrer en allant voter. Donc moi je dis aux gens, si vous voulez effectivement que vos idées et vos candidats soient représentés, allez tous voter dimanche. Et l'abstention actuellement, c'est démission démocratique. Sur l'abstention, Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, est venu dire ça au Club de la Presse en début de semaine. Il reconnaissait que la si faible participation posait un vrai problème de légitimité. Il disait, bon, après on a été élu, il faut bien faire le job, mais c'est sûr qu'il y a une démocratie à réinventer et il faut qu'on pratique autrement parce qu'on n'a pas eu la légitimité très forte des urnes. Oui, je ne sais pas, il faut voir, le premier tour en 2015, c'était une participation très faible, en dessous de 50%. Et le deuxième tour, une participation beaucoup plus forte, autour de... Premier tour, c'était 51% d'abstention. Ah, voilà. Et le deuxième tour, 41, je crois. Et donc, il s'est passé des trucs. Donc, là, pour l'instant, on est vendredi, on a l'impression que ça va pas trop. Mais à la fin, ça se joue le 28. Donc, il peut se passer encore plein de trucs. Donc, elle n'est pas morte. Espérons. Il va se passer un truc, forcément. C'est annoncé, quelle que soit l'issue du scrutin. Normalement, en tout cas, c'est cette alliance de la gauche qui devrait se faire dès dimanche soir. Bon, ça, c'est ce qu'ils annoncent, mais on sait que dans les faits, souvent, ça prend un poil plus de temps. Je vous propose de vous projeter cette alliance, si elle est déjà actée. On ne sait pas qui sera encore la chef de file, si ça sera Fabienne Grébert, Najat Vallaud-Belkacem ou Cécile Cukierman, si elle arrive devant les deux candidates écologistes et socialistes. Ce serait une femme. C'est sûr. Raphaël, ça serait une alliance qui pourrait tenir comme celle qu'on voit actuellement à la ville de Lyon ou à la métropole de Lyon, ou on se dirige plus vers quelque chose comme Jean-Jacques Kéran, Jean-Charles Collas sous la précédente mandature de Rhône-Alpes où finalement ça avait explosé? Oh non, il n'y a pas de raison que ça explose. Maintenant, ils sont en responsabilité sur des grosses collectivités, et pour l'instant, ils arrivent plutôt à bien travailler ensemble. Ce qui va se passer dimanche soir, ça va être très simple. C'est qu'on va regarder le score de Laurent Wauquiez, et puis en face, on va faire l'addition, les écologistes, plus le PS, plus le PC. Si l'addition des trois est supérieure à Laurent Wauquiez, il y aura de la mobilisation très forte pour le deuxième tour. Si l'addition des trois est inférieure, je pense que la participation restera faible au deuxième. Et pourtant, on sait que ça ne marche pas, les mathématiques en politique. Non, mais psychologiquement, les gens iront voter s'ils pensent que c'est gagnable. Romain, vous y croyez, vous, cette alliance ? Je pense que déjà, il faut que tout le monde fasse plus de 10%, pour qu'il y ait une question de qui va prendre la tête. Je pense c'est 5 pour se fusionner. Oui, mais pour qu'il y ait un débat sur est-ce que c'est Fabienne Grébert ou est-ce que c'est Najat Vallaud-Belkacem ou c'est Céline, il faut que ça soit plus de 10 et c'est pas sûr. Je pense qu'il y a, ce qui était difficile pour Fabienne Grébert, c'était de commencer en politique avec cette élection. On voit bien que tous les autres étaient déjà connus d'une manière ou d'une autre, très connus ou un peu connus. Elle était déjà élue, Fabienne Grébert. Elle était élue. Mais c'est sûr qu'elle était élue. Mais c'est en potentiel de notoriété, c'était à 1 milliard de kilomètres des autres, même de Bruno Bonnel, qui n'est pourtant pas une énorme star de la politique. Enfin, dans le jeu vidéo, il était quand même connu. Allez, on passe à notre autre sujet du jour. On s'intéresse cette fois au voyage d'une délégation d'élus écologistes, puisque de lundi à mercredi dernier, Hélène Dromain, Fabien Bagnon, Valentin Lungenstrass sont partis à nos frais à Bruxelles. C'était officiellement pour échanger autour des bonnes pratiques sur le vélo avec leurs homologues belges. Alors, première chose, Romain, est-ce que c'est pas un peu hypocrite, paradoxal, d'être contre la tenue de grands salons internationaux à Lyon et dans le même temps de filer à Bruxelles pour parler de vélo, alors que finalement on peut tout faire par visio aujourd'hui? Alors, non, déjà faire du vélo par visio, en visio, c'est compliqué. Imaginez qu'ils aient des nouveaux vélos avec propulsion électrique hydrogène, ça se tente pas pareil, vous savez, sur Teams ou autre. Non, déjà, et puis ensuite, s'ils avaient fait leur petit powo à Ibiza, on aurait pu dire, non mais vous êtes sûr que c'est obligé? Et Bruxelles, vous imaginez, Bruxelles, on vous enverrait à Bruxelles, vous Alexis, vous demanderiez 15 jours de congé pour vous remettre après. Certes. Personne ne veut aller à Bruxelles. Enfin, il faut vraiment être obligé, il faut être un parlementaire européen. Donc des gens qui ont vraiment le goût du sacrifice. Qui va aller voir le Mannequin Piste? Le Mannequin Piste, ça fait 1m50. La Grande Place, c'est beau, hein. Ouais, la Grande Place, c'est beau. Il y a le musée Hergé. Mais ça, sur Google Earth, ça se fait très très bien. Le centre belge de la bande dessinée. Oui, non, mais voilà, mais je veux dire, c'est quand même pas... Donc, s'ils y vont, c'est forcément pour le boulot. Personne ne va à Bruxelles pour le plaisir. Mais est-ce que ça sert encore à quelque chose, ces voyages, Raphaël? On se souvient que Gérard Collomb, lui, il en a fait énormément, et puis un peu partout dans le monde, en Asie, dans les pays du Golfe, en Europe. Il y a eu des fois des avantages, des fois ça servait à rien. Il faisait ça pour le tourisme, pour l'économie, pour la culture. Est-ce que ça sert encore aujourd'hui aux écologistes, sachant qu'ils ont une vision qui est quand même beaucoup plus auto-centrée sur Lyon et pas dans l'expansion? Moi je pense, et en fait je pense qu'il est souhaitable pour la ville que nos élus fassent beaucoup de voyages
sur cette première année, parce que, disons les choses clairement, ils ont peu d'expérience politique, et aller voir ce qui se fait ailleurs, c'est évidemment extrêmement enrichissant. Pour Gérard Collomb, je pense que les premiers voyages qu'il a faits ont extrêmement compté. Souvenez-vous, il était allé à New York, il avait été impressionné par le bureau de Rudolph Giuliani, où il avait marqué « I'm responsible ». Il était revenu en disant « Ok, c'est moi le maire, c'est sur moi que ça tombe et c'est moi qui assume ». Donc en fait, c'est ce voyage-là qui avait amené sa manière de gouverner. Après, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, il en avait tiré quelque chose d'important sur son mandat. Je me souviens qu'il était allé à Amsterdam pour aller voir comment le marketing territorial était fait. Et il est revenu quelques années plus tard avec Olivier Lyon. Je me souviens qu'il était allé à Barcelone, qu'il avait rencontré Jordi Pujol, notamment, où vous avez discuté longuement de comment on fait une ville à travers des grands événements et comment on transforme des quartiers. Ils avaient pris modèle sur le Mare Nostrum à Barcelone. Je me souviens, je l'avais vu à l'époque, elle m'était dit c'est juste un centre commercial. Moi, ça ne me fait pas rêver. Gérard Collomb, ça l'a fait rêver et ça a donné le centre, la confluence. Donc, ce sont des voyages plus anecdotiques. Ils avaient fait aussi des voyages à Copenhague, ils avaient regardé les remontes-pentes à vélo pour aller à la Croix-Rousse. Tout ça, il faut quand même aller l'expérimenter, voir comment les autres fonctionnent. Et forcément, c'est bénéfique pour la ville à l'après. Que le maire se déplace pour aller se confronter à d'autres expériences, bien sûr, mais Alexis parlait aussi des voyages de délégation où on promène 10-15 élus, qui fait un peu le hochet qu'on leur donne en cours de mandat, de les envoyer et les promener dans différentes villes étrangères. Là, pourquoi pas Bruxelles? Moi, ce que j'aimerais, puisque les écolos nous imposent le vélo, c'est qu'ils fassent leur déplacement en vélo. C'est-à-dire qu'ils aillent à Bruxelles, Amsterdam et à Barcelone en vélo. Comme ça, on les verra, Lyon-Bruxelles on les verra à vélo un petit peu en moins à Lyon le temps de leur voyage. Ça fait une trotte, hein, et du coup, oui, le temps qu'ils voyagent, ils ne sont pas là à travailler. Ils veulent promouvoir le vélo, qu'ils le démontrent. Non, mais par contre, c'est une vraie question sur l'écologie et la limitation des vols en avion. Les voyages, non seulement ça forme la jeunesse, ça forme les élus, ça forme les échanges riches entre villes. Et si se priver complètement d'avion, ça peut être dommageable. Ce qui est bien, c'est d'emmener les chefs d'entreprise, je trouve. Ce que faisait Gérard Collomb. Voilà, parce que là, il peut avoir des prises de marché. Et effectivement, ça peut être une vitrine pour l'économie d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça peut être intéressant. Est-ce que vous pensez qu'ils ont envie de partir avec des élus écologistes pendant une semaine? S'ils sont pragmatiques, oui. Après tout, ils défendent l'économie lyonnaise. Non, mais à Bruxelles, je ne pense pas que ça soit vraiment une nouveauté. Je pense que les chefs d'entreprise. Non, mais c'est pas ça. Mais un chef d'entreprise de Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas comme si on lui disait je vais à Kuala Lumpur, vous voyez, un endroit où on va pas naturellement. Mais là, sur ce plan-là, je suis d'accord. À Bruxelles, le gars, il dit oui, ok, on y va. On peut prendre des marchés en Belgique. On connaît les deux biais de ces voyages, c'est pour ça aussi qu'on en parle. C'est les deux bières. Les deux biais. Ah, les deux biais. Oui, moi aussi, bière, c'est bizarre. Le premier, c'est évidemment qu'il y a des délégations où un certain nombre de gens sont là plus par récompense, par tourisme. Oui, ça doit être fini. Mais ça, à la rigueur, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens, donc c'est à la fin du mandat qu'on juge si l'action municipale globalement a été bonne ou mauvaise. Qu'au final, il y a eu un adjoint qui a fait un voyage pour pas grand-chose, c'est quand même difficile à évaluer. Mais c'est vrai que c'est un biais. L'autre biais, vous parlez des chefs d'entreprise, pour Gérard Collomb, à la fin, les voyages, on sait que c'est aussi un moyen de souder les gens et puis de discuter de manière un petit peu différente. Et à la fin, les voyages de Gérard Collomb, c'était le voyage d'un microcosme. Donc c'était un peu toujours les mêmes chefs d'entreprise. Et c'était un peu là que se discutait l'aménagement de la ville. Et donc c'était ouvert à ceux qui étaient invités au voyage et pas ceux qui étaient invités il y avait ceux qui ne l'étaient pas. Et du coup, la ville peut se scléroser aussi de ce type de dynamique. Je vous propose de passer à un autre sujet. Cette semaine, 2 jugements sont tombés. Ils concernent des maires menacés dans l'agglomération. En l'occurrence, celui de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincent-Day, qui avait été menacé sur Facebook de décapitation et d'émasculation. Et puis celui de Mions, qui a été comparé à un rat, une attaque antisémite, selon Claude Cohen. Alors, les auteurs de ces messages ont écopé de peines de prison et d'amende, mais toujours avec sursis. Alors, Éric, vous êtes avocat. Le droit est finalement appliqué, ou bien de distribuer du sursis à des personnes qui menacent des maires, ça vous choque? Oui, ça me choque si les menaces sont vraiment extrêmement violentes, comme décapitation, etc. Surtout l'émasculation. Oui, surtout dans l'ordre. En plus, c'est des menaces barbares. Oui, voilà. Alors, ça, c'est le débat national actuellement. C'était pas tout à fait ça, les commentaires.
Pardon ? C'était plus alouette, hein. C'était des commentaires, ils sont un peu excités, il faut lui couper la tête, il faut lui couper les couilles, il faut lui couper la tête. Jérémy Bréau est explicitement menacé de décapitation sur les murs de sa commune. Ouais, mais alors, c'était pas celui-là qu'ils étaient attaqués, c'était le maire de J'entends bien, mais Rieux-la-Pape. je donne l'exemple que, effectivement, ces menaces sont quand même extrêmement violentes et agressives. Il faut pas les diminuer ou les modérer. Enfin, je veux dire, Jérémy Bréau, il a 2 gardes du corps actuellement. Donc, loin de moi de modérer ces menaces-là. Mais en l'occurrence, j'ai assisté au procès, parce que moi j'avais aussi un procès que j'ai gagné au passage. Donc le même jour, j'y ai assisté. Honnêtement, on n'était pas du tout dans un cadre de menaces djihadistes. C'était des commentaires qui se sont emballés sur Internet, des pauvres gens. Disons-le très clairement, c'est-à-dire qu'on parle d'amende relativement faible, c'était 200 € d'amende, 200 € d'indemnité quand même à payer. En fait, je vous assure que ces 200 € là, pour la personne qui les a prises, qui est une femme très précaire à Clermont-Ferrand, qui ne connaissait pas du tout Alexandre Vincendet, qui a juste répondu, qui s'est emballé, qui l'a reconnu, piteuse d'ailleurs à la barre, et c'était vraiment en mode... honnêtement, il y a eu un moment qui était assez drôle, je ne devrais pas le dire, mais quand la juge a répété 10 fois de suite « Mais vous trouvez que c'est drôle ? Il faut lui couper les couilles, il faut lui couper les couilles. Quand je vous répète 10 fois, il faut vous couper les couilles. » À un moment donné, toute la salle, on se retenait de sourire parce qu'il y avait quelque chose qui était un peu ridicule. On n'était pas du tout dans les menaces dont vous parlez pour le maire de Bron, avec des tags sur les murs appelant à la décapitation. C'est pas du tout ça. Non, mais ce procès-là en particulier, je pense que le tribunal a rendu une décision qui était proportionnée effectivement au fait. Non, mais globalement, il y a quand même énormément de maires qui sont agressés, même agressés physiquement depuis ces dernières années. Le retour de la justice pénale n'est pas toujours d'une très grande fermeté. Il y a beaucoup de sursis, de rappels à la loi qui sont donnés. Bon, actuellement, ça fait un débat national. Et je crois qu'à un moment, effectivement, il va falloir monter d'un cran au niveau de la répression, parce que c'est toute l'autorité de l'État, que ce soit pompiers, maires, policiers et autres, qui est vraiment foulée aux pieds, sans qu'il y ait une réponse pénale adéquate. Et puisqu'on en était au jeu des comparaisons, vous avez cité le cas du maire de Bron, Jérémy Bréau, qui a eu des tags le menaçant de décapitation, et donc vous l'avez dit, il est sous protection policière H24. Pas simple. Et puisqu'on parlait des procès, moi j'avais assisté à celui des 2 jeunes qui avaient écrit des tags menaçant de décapitation, le maire du 8e, c'était à l'automne dernier, des gamins pareil, désœuvrés, hébétés, qui ne savaient pas trop pourquoi ils avaient fait ça, c'était surtout pour rigoler, et eux ils avaient pris 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Et aujourd'hui, on distribue simplement des peines d'amende avec sursis. Quelle différence entre marquer des bêtises sur Facebook, marquer un tag sur un mur ? À l'époque, peut-être, c'est aussi parce qu'on était encore en plein dans des maires qui se font agresser physiquement, avec Gérald Darmanin qui demande à ce que ça soit traité. Et aujourd'hui, finalement, on en parle moins et la justice repasse à simplement appliquer le droit. Je veux dire 2 choses un peu contradictoires. C'est que d'une part, sur Internet, on prend en compte le contexte. C'est-à-dire que c'est une discussion de comptoir qui a lieu sur Internet et qui s'emballe, où il y a une forme en fait de provocation, d'humour, de sous-entendu en tout cas, où tout ce qu'on dit n'est pas réel. Sauf que c'est affiché publiquement, que les gens ne se rendent pas forcément compte qu'effectivement c'est public et accessible de l'extérieur. Et je trouve très bien qu'il y ait des sanctions, que ce soit poursuivi, parce qu'effectivement il faut faire le ménage sur Internet. Et contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit la force de la sanction qui compte, mais c'est vraiment l'impunité le problème. C'est-à-dire que sur Internet, c'est très rare qu'il y ait des condamnations. S'il y en avait beaucoup plus souvent, peut-être même si on sortait du pénal et qu'on mettait des amendes, voire des radars automatiques peut-être d'injures ou autres sur Internet, on moraliserait un peu Internet. Donc je trouve que c'est nécessaire qu'il y ait des poursuites. Le problème, c'est les opérateurs. On a vu sur l'affaire Mia, elle a reçu 50 000 menaces de mort, de torture, de tout ce que vous voulez. Ils ont réussi à en identifier quelques-uns, mais si les gros opérateurs ne donnent pas l'identité ou les clés, etc., pratiquement, c'est l'impunité qui perdure. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, parce qu'on a beaucoup dit ces derniers temps qu'il fallait laisser les opérateurs faire le ménage sur Internet. Ils ne le font pas. Mais du coup, on laisse le privé gérer ça, alors que non, c'est aussi une responsabilité publique, et moi, je préfère que la censure soit exercée par l'État plutôt que par Google ou Facebook, qui va avoir ses propres critères, qui va rajouter des critères moraux, qui va rajouter des critères politiques. Je trouve que la censure, elle doit être faite par l'État de droit, en fonction de règles qui sont communes à tous. Mais du coup, elle doit être appliquée. Et il y a des vraies questions sur comment on moralise Internet, ça c'est sûr. Après, quand on en chope un,
entre guillemets, il n'y a pas de raison qu'ils payent pour tous les autres. C'est la peine, elle doit être proportionnée. Encore une fois, là, on est dans le cadre de gens qui n'avaient rien, qui ne voulaient pas menacer Alexandre Astier, ils ne le connaissaient pas. Sur cette affaire-là, précisément, oui, peut-être. mais c'est pour ça qu'ils ont eu des peines légères. Mais il faut pas oublier les agressions physiques, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits maires, enfin, c'est pas des petits maires, c'est des maires de petites communes et tout, qui effectivement ont une sorte de pouvoir de police, donc quand ça dérape, ils vont au contact, parce que les gendarmes ne sont pas de partout, et eux, ils se font clairement agresser. Et la réponse pénale, ça fait l'objet de nombreux débats au dernier congrès national des maires, où des centaines de maires exprimaient leur désarroi par rapport à des agressions qu'ils avaient subies, physiques, ou verbales, mais en tout cas très fortes, et il n'y avait pas eu la réponse qu'ils attendaient de la justice. Donc c'est un vrai débat. Romain, on ne vous a pas encore entendu sur le sujet? Un mot rapide? J'ai pas trop c'est difficile, je pense, quand on est un citoyen, d'évaluer la justesse d'une réponse pénale. C'est des questions complexes. Comme vous l'avez dit, il y a l'exemple que vous avez cité, et ça paraît étrange, le décalage entre les condamnations d'un an ferme et 200 € pour quelque chose qui a l'air assez similaire. Je pense que c'est difficile de l'extérieur. La justice, vous le savez plus tout le monde, elle a ses propres règles. C'est à la fois connecté aux règles de la société, mais en même temps, il y a une énorme machine, tout ça, et c'est difficile de l'extérieur d'avoir un avis fondé là-dessus. Il nous reste encore un peu de temps. Je vous propose de parler d'un nouveau sujet qu'on a appris hier et qui sera présenté à la presse mardi prochain lors d'une conférence où seront conviés les journalistes. C'est un dispositif qui a été imaginé par la mairie de Vaux-en-Velin et par la préfecture du Rhône. La mairie de Vaux-en-Velin qui va inviter des adolescents de 12 à 18 ans de sa commune à faire du motocross sur des circuits fermés, avec l'objectif forcément de réduire le nombre de rodéos sauvages, des rodéos urbains. Autour de la table, si vous avez pris connaissance de cette information, est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution pour lutter contre le phénomène des rodéos urbains qui est parti quand même pour gâcher la vie de beaucoup de gens cet été? Je ne sais pas si c'est une bonne solution, c'est efficace ou pas. En tout cas, moi je ne suis pas fan de moto, je sais pas, mais c'est la jeunesse a ses activités, a ses hobbies. En ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui adorent faire du motocross. Ils n'ont pas de terrain pour le faire. C'est donc normal qu'une municipalité leur propose de cadrer ça et de le faire sur un circuit fermé plutôt que, pareil, en race campagne et emmerder les promeneurs. Et certainement pas en ville. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse qu'on vient de développer. Le rodéo, c'est pas un problème de circuit ou de route pour rouler, absolument pas. C'est une provocation. C'est-à-dire que les jeunes qui font du rodéo, ils viennent sans casque, donc déjà première infraction, ça les amuse. Ils vont sur des artères, effectivement, pour déranger, ou des endroits où on n'a pas le droit de rouler, la place des terreaux, la place Bellecour. Ils font tourner. J'ai un ami l'autre jour qui m'a dit qu'il est tombé devant un rodéo. Il faisait tellement de poussière que les piétons étaient obligés de s'écarter parce que, effectivement, c'est avec un bruit. C'est une provocation presque d'ordre politique. Donc ces jeunes des banlieues viennent pour provoquer le centre-ville, la population de centre-ville, les autorités des centres-villes. Vous leur mettez un circuit ou deux circuits, alors ils iront peut-être, effectivement, avec en plus un risque de dangerosité, parce que sur ces circuits, ils vont pouvoir réellement faire de la grande vitesse, donc il y a quand même des risques d'accident. Mais ils continueront les rodéos. C'est une provocation, c'est un message politique qu'ils envoient à la société française. Voilà. En fait, je suis d'accord avec vous, mais vous voyez que l'axe centre-ville. C'est-à-dire que c'est pas la même chose, les jeunes qui vont faire de la provocation au centre-ville, effectivement, parce que comme il y a toujours eu des kékés qui venaient faire les baux en centre-ville, et puis il y en a plein qui le font en voiture aussi, et qui sont bien Louis aussi XIV, dangereux. par exemple, Louis XIV qui est là à H24 sur la place Bellecour, à faire le beau là sur son cheval, ça c'est du rodéo. Oui, mais avec du panache quand même. Hein. Oui, mais dans toute l'agglomération du rodéo, oui. Il y en a beaucoup et qui ne se fait pas forcément dans des endroits qui sont faits pour emmerder les gens. Ils les font les endroits où ils peuvent en faire, il y a des parce qu'ils ont cette passion-là. Il y a des accidents récemment à Vénissieux, etc., où d'un coup vous avez deux bécanes qui font à fond de ballon et qui blessent, qui percutent des gens qui sont en train de traverser. Enfin, pour moi, c'est un message politique de ces populations par rapport aux autorités, que ce soit les autorités des villes environnantes ou des autorités lyonnaises. Fermons les courses de voitures, alors, si c'est ça qui fait que les gens roulent trop vite en ville. On en voit beaucoup moins de par les Formule 1 des voitures qui roulent trop vite en ville, il y en a beaucoup quand même. Hein. Et alors justement, Raphaël, vous évoquiez les kékés qui sont dans des voitures de location en centre-ville et qui font des allers-retours à toute berzingue. Vous pensez que si on leur offre des tours de piste fermés, ils iront
Non. Parce que c'est ça qu'ils ont envie de faire. Non, ils ont envie de faire les kékés en ville. Non, je pense que c'est deux questions qui sont différentes. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ont envie de faire de la moto. Bah écoutez, c'est une passion, c'est quand même bien qu'il y ait des circuits qui leur permettent de le faire. Mais c'est pas forcément les mêmes qui vont faire des kékés en centre-ville. Et ça, pour les kékés qui vont faire en centre-ville, qui sont dangereux pour la population, bah, c'est la force de la police qui doit agir. Alors c'est pas évident parce qu'on ne veut pas de suraccident. Ils ont proposé la mise en place de radars automatiques pour prendre en photo et aller arrêter les gens. Je crois qu'il y a eu quand même, en réalité, pas mal d'arrestations sur ce type de situation depuis le début de l'année. On n'en parle pas beaucoup parce que c'est lent, mais c'est des situations compliquées. Toutes les villes sont confrontées à ça et on ne peut pas dire qu'ils soient particulièrement laxistes. Non, mais c'est vrai que faire ça en vélo, ça donne pas du tout la même impression. Vous êtes sur une roue arrière en vélo, politiquement, c'est vrai que c'est pas aussi parlant. Et Romain, pour finir donc rapidement sur le dispositif de la mairie de Vaux-en-Velin, ça vous évoque quoi? Mais j'étais impressionné d'apprendre que Vaux-en-Velin avait un circuit automobile à sa disposition. Non, je ne vais pas outer l'emplacement, mais c'est pas du tout à Vaux-en-Velin le circuit. Le circuit est beaucoup plus bas vers Mornan-Givors. Eh bien, vous voyez, on se posait la question de savoir si la collectivité devait payer des voyages à Bruxelles. Eh ben, là, les jeunes, pour les punir, on les envoie à Mornan. Et ça, c'est moche aussi. On ira faire quelques tours de circuit finalement. Allons-y. Allez, c'est sur cette proposition alléchante que notre émission s'achève. Je vous remercie pour vos retours, votre fidélité à Lyon Mag. Votez dimanche et puis restez avec nous la semaine prochaine puisque effectivement Raphaël recevra sur son émission Les coulisses du Grand Lyon les principales têtes de liste et puis on se retrouvera vendredi prochain.